update lecture. Donc je vais vous parler des romans que j'ai lus pendant la deuxième moitié de septembre. Si jamais vous êtes intéressé par les romans que j'ai lus début septembre, ils sont disponibles dans l'update lecture numéro 1 qui est déjà sur ma chaîne. Comme pour la première moitié de septembre, j'ai lu également 4 romans et ça a été des lectures assez diverses au niveau notamment des styles et au niveau de mes ressentis. On va commencer tout de suite. Donc le premier que j'ai lu, c'est La Craie des damnés de Joe Menno aux éditions Agoulo. Celui-ci, je l'avais reçu à un concours pour le mois américain il y a 2 ans, donc il était vraiment temps que je le sorte de ma palle. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur le mois américain, sur la sélection que j'avais faite, en vous disant que j'étais sûre d'adorer. Bon, je me suis trompée. Donc, pour vous réexpliquer un peu le sujet, on va suivre Brian, qui a 17 ans, et qui est un adolescent à Chicago dans les années 90. Et en fait, on va suivre cet adolescent qui est un peu paumé. Donc comme tous les ados, il a à la fois des problèmes à la maison, notamment ses parents qui sont un peu en instance de divorce, ou en tout cas le courant ne passe plus trop entre eux. Il est amoureux de sa meilleure amie qui ne le voit pas du tout et qui est amoureuse d'un autre type. Et en même temps, il est aussi un peu perdu au niveau de son appartenance en fait. Voilà, je pense que chez les adolescents, il y a toujours une quête d'identité et lui, il est vraiment à ce point-là dans son chemin, dans son évolution. Il ne sait pas vraiment à quel groupe il peut appartenir et donc il se cherche beaucoup. C'est un roman qui va parler énormément de musique, donc si vous aimez ça, notamment le rock, le punk, le metal, il y a énormément de références. Moi j'aime beaucoup la musique, la plupart des groupes qui étaient mentionnés, je les connais de nom, mais je ne suis pas vraiment une spécialiste dans ces genres-là, donc c'est vrai que ça ne me parlait pas plus que ça, à part d'avoir déjà entendu les noms. Peut-être que si j'entends les chansons, je me rends compte que je les connais, mais que je n'avais pas associé à ces groupes-là. Donc du coup, c'est peut-être une expérience de lecture meilleure si on connaît bien cet univers-là. Ça l'a pas trop fait pour moi, parce qu'en fait, je me suis plutôt ennuyée. Finalement, ce qui m'a gênée, c'est que j'ai pas trouvé que le personnage de Brian avait une évolution entre le début et la fin. Il est toujours en train de ressasser en boucle les mêmes problèmes, mais ça n'évolue pas du tout en fait. Donc ça va être 300 pages de j'ai envie d'inviter Gretchen au bal et de lui dire que je suis amoureux d'elle, mais si je fais ça, elle va m'envoyer balader. Ah mince, il reste plus que 2 semaines, il faut que je me dépêche de l'inviter, mais si je fais ça, elle va m'envoyer balader. Ah ben zut, il reste plus que 2 jours avant le bal, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment envie de l'inviter. Et donc ça va être ça en boucle. Et cette partie-là m'a pas beaucoup plu en fait. Déjà, j'ai pas aimé le personnage de sa meilleure amie. De manière générale, c'est une personne qui est alors un peu brute de décoffrage, mais elle aussi, elle a vécu des choses pas faciles. Donc je pense que c'est une carapace qu'elle se forge. Elle est très impliquée dans le mouvement punk, mais j'ai pas aimé son caractère, la façon de toujours un peu rabaisser Brian. Alors je comprends que c'est le genre d'amitié vache où il faut montrer qu'on est dur, mais c'est pas quelque chose qui m'a plu à lire en fait. De plus, les personnages en général dans ce roman, quand ils se parlent, chaque phrase va être ponctuée d'insultes, de mots grossiers entre eux, et c'est quelque chose que j'aime pas. Je reconnais que c'est très réaliste, et c'était sans doute bien de le faire, mais du coup, je suis pas un public réceptif à ça, parce que j'ai pas envie de lire ça spécialement. Donc une lecture plutôt mitigée. Si je trouve que ça retranscrit bien ce que c'est qu'être un adolescent, le côté un peu paumé qu'on peut avoir à cette période de la vie, je ne me suis pas reconnue dans le personnage. Et c'est d'autant plus dommage parce que sur la 4e de couverture, il mentionnait le fait que Brian était un peu le pendant moderne d'Holden Caulfield, qui était le héros de La Trappe-Cœur, qui est un roman que j'adore. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les 10 classiques faciles pour débuter, si vous voulez aller la voir. Mais pour moi, je vois où la ressemblance, la comparaison est pertinente, mais ce personnage-là de Brian m'a pas semblé attachant du tout. Ensuite, on va passer à la 2e lecture qui est Miss Austen de Gil Hornby.
C'est une lecture que j'ai faite en lecture commune qui était organisée par Fox Knit sur Instagram. Je vous conseille d'aller voir son compte d'ailleurs qui est magnifique. Dans ce roman, on va suivre Cassandra Austen, qui était donc la sœur de Jane Austen, sa sœur aînée, et ça se passe après la mort de Jane. Donc Cassandra va rendre visite à de la famille éloignée et à la fille d'une ancienne amie à elle, une très chère amie qui est décédée. Elle y va dans un certain but, c'est qu'elle veut récupérer la correspondance de cette amie, la correspondance que elle et Jane ont eue avec cette amie tout au long de leur vie, puisque Cassandra, elle pressent déjà que Jane Austen dans le futur va avoir de plus en plus de succès. À son époque, elle a eu un succès modeste, mais quand même à noter, puisque pas toutes les femmes pouvaient se targuer d'être lues et d'avoir gagné de l'argent et d'en avoir fait leur métier. Ceci dit, sa popularité, elle a explosé au fil des années, et Cassandra se dit que forcément, si Jane devient très populaire, il va y avoir des recherches sur elle, on va chercher à en savoir plus sur sa vie, et elle ne veut pas que certains détails tombent aux mains du public en fait. Donc c'est dans un but d'éviter le voyeurisme qu'elle va faire ça. Et donc on va suivre à la fois donc l'époque actuelle, donc ça se passe en 1840, la vie de Cassandra à ce moment-là, et le fait qu'à chaque fois qu'elle retrouve des lettres, qu'elle les lit, ça lui rappelle des souvenirs. Donc on va remonter dans le passé et revivre des événements de la famille Austen. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, ceci dit, puisque pour moi la première partie était assez plate et ça décolle jamais vraiment, mais ça s'accélère, ça s'intensifie, on va dire, au fur et à mesure de la lecture. Mais du coup, ça n'a pas été suffisant pour en faire une lecture coup de cœur. Ceci dit, la plume est vraiment magnifique. J'ai trouvé que c'était tout en pudeur, tout en délicatesse. Il n'y a aucun voyeurisme dans la façon d'écrire. On sent elle imagine donc ce que Jane a pu vivre, ce que Cassandra a pu vivre, puisqu'il y a forcément des parties complètement fictionnelles, mais c'est vraiment fait dans le respect de l'œuvre de Jane, dans le respect de sa vie et de la vie de sa famille. Ce que j'ai aimé également, c'est qu'on va découvrir Jane sous un autre aspect en fait. Nous, on ne connaît pas grand-chose d'elle, donc on la connaît plutôt comme l'autrice très vive, très cynique, qui a écrit des lettres. Celles qui sont restées en tout cas sont souvent assez drôles, mais on ne connaît pas le côté peut-être un peu plus tourmenté, un peu plus triste. Et là, on va vraiment se plonger dans ce côté-là. Donc c'est Jane qui a une vie finalement un peu perturbée, puisque c'était quelqu'un qui avait besoin de stabilité. Mais forcément, quand on est une femme célibataire, il n'y a pas vraiment de stabilité à cette époque, puisqu'on sait qu'on doit déménager en fonction de ses moyens, en fonction de qui veut bien nous accueillir. Et donc, elle n'avait pas la stabilité dont elle avait besoin pour se sentir bien et pour pouvoir poursuivre son œuvre. Et ça, on le ressent vraiment à la fois à travers les lettres, même si elles sont fictives, et à la fois à travers les souvenirs de Cassandra. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le roman va vraiment mettre en lumière ce qu'est être une vieille fille, en tout cas une femme célibataire à cette époque. Donc Cassandra, tout comme Jane, sont restées célibataires toute leur vie, elles ne se sont jamais mariées, et en fait on se rend compte que c'était une vie horrible en fait. Donc déjà souvent on se dit la vie d'épouse à cette époque, pas facile, le risque de mourir à chaque grossesse, pas de contraception, il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles, mais la vie de femme célibataire était aussi très dure. Déjà puisque la plupart des femmes n'avaient pas de revenus, donc quand on fait partie ni des couches les plus pauvres de la population, ni des plus nobles, voilà, Jane et Cassandra, elles étaient filles d'un clergyman, donc d'un pasteur, donc elles ont la vie de la petite bourgeoisie, et forcément, une fois qu'elles sont célibataires, sans mari, que les frères se marient, elles sont à leur dépendance. Donc si les frères n'ont pas envie de leur donner de l'argent, n'ont pas envie de les aider, elles se retrouvent dans le dénuement le plus total. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien mis en lumière. On se rend compte que Cassandra, à différents moments de sa vie, elle a vraiment dû lutter pour apporter une stabilité à sa mère, à sa sœur et à elle-même, pour éviter qu'elle se retrouve
dans une extrême pauvreté. Et ça fait vraiment de la peine, on se rend compte que c'était des personnes qui n'étaient pas considérées justement suffisamment comme des personnes. Finalement, à cette époque, ne pas se marier, c'est avoir raté l'unique but qu'une femme devait avoir dans sa vie. Et donc, elles se retrouvent à la merci de leur entourage, tout en sachant qu'elles suscitent de la pitié, un peu de mépris. Donc, c'est vraiment une situation humiliante et dégradante. On voit que Cassandra, par exemple, c'est devenue la tante qui s'occupe des enfants. Alors, c'est pas du tout dégradant, mais elle était considérée presque que à travers ça. Sa belle-sœur a un enfant, elle l'appelle pour qu'elle vienne l'aider. Mais à côté de ça, il y a des scènes que je trouve très cruelles où justement Cassandra va s'occuper de sa belle-sœur qui est au lit après un accouchement difficile. Donc, elle s'occupe d'elle, elle gère la maison, elle s'occupe des enfants. Et quand ça va un peu mieux et qu'ils décident de faire un grand dîner pour célébrer le retour à la vie publique de la femme qui a accouché, et ben on va dire à Cassandra, tu restes occupée des enfants parce qu'après tout, qu'est-ce que tu as besoin d'être en public? Et voilà, c'est vraiment une situation qui devait être très dure. Et d'ailleurs, on a eu une belle discussion avec les autres filles de la lecture commune, puisque certaines n'ont pas trop aimé Cassandra, elles l'ont trouvée un peu trop sans gêne dans son comportement. Et on était d'autres, dont je fais partie, à avoir trouvé que justement, effectivement, elle a un caractère assez particulier, elle peut être assez rigide, mais elle a fait ce qu'il fallait pour survivre en fait. Elle savait que son époque lui faisait pas de pitié, que les gens de son entourage ne lui faisaient pas de pitié, donc s'il faut un peu forcer pour être sûr d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de ne pas mourir de faim, de froid ou d'autre, il fallait faire ce qu'il fallait faire et pour moi, elle a eu raison. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le lien sororal entre les deux sœurs qui est vraiment très fort. Toute leur vie, elles ont eu un lien hyper fusionnel. Cassandra, elle s'est finalement dédiée à Jane toute sa vie jusqu'à sa mort. Et même après, elle était d'ailleurs, je crois, l'exécutrice testamentaire de Jane. Et ce lien hyper fort, il est retranscrit de manière très claire dedans. C'est très touchant, c'est vraiment très émouvant. Et c'est un bel hommage en fait ce roman à Cassandra Austen parce que c'est un personnage qui est forcément beaucoup moins mis en lumière que Jane. Mais Jane n'aurait jamais pu être l'autrice qu'elle est si elle n'avait pas eu un soutien aussi énorme de sa sœur. Donc vraiment un roman que je vous recommande. Ensuite, on va passer à Nickel Boys de Colson Whitehead, qui est publié ici au livre de poche. Colson Whitehead, c'est un auteur qui a la particularité d'avoir obtenu 2 fois le prix Pulitzer. D'abord pour Underground Railroad, je crois, et ensuite pour Nickel Boys. Donc autant le premier se passe plutôt au moment de l'esclavage, celui-ci ça se passe plutôt pendant la ségrégation, dans les années 60 en Floride. On va suivre un jeune homme, Elwood Curtis, qui est encore mineur, qui est noir, et qui a beaucoup de rêves. Il travaille bien, il veut faire l'université. Il a écouté les discours de Martin Luther King et ça l'a complètement fasciné. Ça lui a fait réaliser qu'il avait envie de se battre pour les droits civiques, pour être un humain avec des droits à part entière. Et c'est quelqu'un en même temps de très idéaliste. Il n'est pas du tout dans la violence, dans l'affrontement. Il croit à la justice. Il croit à l'amour, il croit qu'on peut raisonner les gens et qu'un avenir meilleur est possible pour les Noirs. Ce qui se passe, c'est qu'il va être victime d'une erreur judiciaire à cause de sa couleur de peau notamment, et il va être envoyé à l'Institut Nickel, qui est un institut qui s'occupe des jeunes en fait mineurs de 13 à 18 ans. C'est pas vraiment une prison, mais ils sont pas libres, ils ont des tâches à accomplir qui leur apportent des points. Plus ils ont de points, plus ils montent en grade, ils ont un peu plus de petits privilèges. Et une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils peuvent sortir avec un diplôme, même si c'est un diplôme qui finalement est factice puisqu'ils apprennent rien vraiment d'utile, en tout cas intellectuellement là-bas. Et dans tous les cas, à 18 ans, ils sont relâchés. Alors les bâtiments sont séparés avec les bâtiments des Noirs, les bâtiments des Blancs,
Et là encore, la discrimination envers les Noirs est vraiment très importante. C'est vraiment un livre, il n'est pas très long, mais il est très percutant et très bouleversant. On le commence, on sent que la tension monte, on sent que des choses horribles vont arriver. Et les premières scènes de sévices, de brutalité, de maltraitance, même si j'étais préparée, ça m'a vraiment fait un coup à lire. On se sent complètement glacé et horrifié en lisant ça. Dans ce roman, on va aussi suivre l'amitié entre Elwood et un autre détenu, Turner, qui est un peu son pendant pessimiste, on va dire. Turner, c'est quelqu'un qui est complètement cynique et désabusé, qui ne croit pas du tout que ça puisse aller mieux. Et alors qu'Elwood, même en étant là-bas, bien sûr, il déchante, il perd ses illusions, mais il croit toujours qu'il peut s'en sortir. Donc vraiment un récit bouleversant, on est horrifié, on est bouleversé par les injustices en fait vécues par ces garçons. On se rend compte comment il y avait une partie de la population qui les exploitait pour leurs propres bénéfices. Par exemple, il y a des scènes où en fait la nourriture qui est due aux enfants noirs, elle est revendue à des restaurants, à d'autres choses à bas prix pour que les dirigeants puissent s'en mettre plein les poches en fait. Et donc si les autres ils n'ont pas beaucoup à manger, tant pis pour eux. Donc c'est vraiment un roman dur, mais que je trouve vraiment nécessaire de lire. C'est pas non plus un coup de cœur parce que l'écriture, j'ai pas complètement adhéré, j'ai trouvé que parfois c'était un peu brumeux, un peu confus et en même temps des fois très détaché. Donc j'ai eu un peu du mal avec la narration à m'y retrouver. Ceci dit, ça gâche pas la lecture, ça reste une très bonne lecture. Et enfin, on va finir avec la saga Jalna. Donc ça, c'est l'intégrale 1 qui est paru chez Presse de la Cité Omnibus. Donc il y a 4 livres dedans, en sachant que la saga en compte 16 au total. Donc j'ai fini la première intégrale puisque j'ai lu le 4e roman. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je continue ou pas? Alors honnêtement, je suis très mitigée. Cette saga, j'en avais déjà parlé aussi dans la vidéo sur le mois américain. Je m'attendais à quelque chose vraiment d'épique, de romanesque, de très dramatique. Je m'attendais à Autant n'emporte le vent au Canada en fait. Et c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus plan-plan. Alors on m'avait dit les premiers tomes sont un peu lents, ça s'accélère après. Bon, j'en ai déjà lu 4 et je peux pas dire que j'accroche énormément. En fait, plus qu'une vraie histoire, il n'y a pas vraiment de fil rouge et je pense que c'est ça qui me manque. Alors certes, on va suivre une famille au fur et à mesure des années, des générations, mais j'aurais besoin qu'il y ait un événement un peu plus majeur qui soit en toile de fond. Et là, c'est pas le cas. C'est beaucoup de scènes de la vie quotidienne en fait. Sauf qu'elles sont étirées à l'extrême et elles n'ont pas forcément de saveur ou d'intérêt. Par exemple, on va avoir 3 pages sur la grand-mère qui a besoin de se refaire faire les dents. Donc, elle est à table, là, et tous les enfants qui lui disent maman, il faut que tu te refasses faire les dents. Au début, elle veut pas, et puis elle va chez le dentiste, et il lui en retire une, et après, il lui en retire une autre. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire sur 3 pages, ça me fascine pas du tout en fait. Et on a beaucoup de scènes comme ça qui se rajoutent les unes à la suite. Alors voilà, ça fait des petites scènes de la vie quotidienne. Ça peut être mignon parfois, mais là pour moi c'est trop long et c'est trop inintéressant. L'autre chose qui me gêne aussi dans ces romans, c'est les personnages. Ce sont les personnages. En fait, ils sont pas du tout sympathiques. Je les trouve très antipathiques, très mesquins, et notamment envers leur famille. Donc là, on va suivre surtout la famille des Whitehawk, avec la grand-mère Adeline, ses trois fils et une sœur. Et donc l'un des fils a hérité de Jalna la maison. Et on va suivre aussi donc ce fils avec ses propres enfants d'un premier mariage et d'un second mariage. Dans le tome 4, on se concentre particulièrement sur l'enfant issu du premier mariage, Rémi, c'est vraiment sa transition de l'adolescence à l'âge adulte. Il découvre l'amour, il découvre le plaisir de la chair et on va se focaliser un peu plus sur lui. Mais pareil, ils sont pas sympathiques du tout en fait les personnages.
Ils passent leur temps à être mesquins les uns envers les autres, à être voilà, bas, à se faire presque plein de coups bas les uns aux autres. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de suivre en fait. J'aime bien les histoires de famille où il y a des complots, il y a des alliances. Mais là, comme il n'y a pas de but important, c'est pas intéressant. On a l'impression qu'ils se battent vraiment pour rien, juste pour être méchants les uns envers les autres, et j'arrive pas à m'intéresser à ça. Et le summum, c'est vraiment le personnage de la grand-mère Adeline, qui est hyper mauvaise. On a vraiment l'impression que ce personnage, son seul plaisir, c'est d'humilier ses enfants. Elle n'est jamais aussi heureuse que quand elle a réussi à les rabaisser, à leur dire des choses dégradantes, à liguer d'autres personnes contre eux. Et je comprends pas quel genre de... Enfin, comment on peut être comme ça alors qu'il n'y a rien, il y a rien qui le justifie. Ses enfants lui ont rien fait, elle est juste mauvaise. Et encore une fois, donc je vais comparer à Autant n'emporte le vent, même si comme j'ai dit ça n'a aucun rapport. On m'avait un peu décrit Adeline comme étant le pendant de Scarlett O'Hara, mais je trouve que c'est complètement faux, puisque Scarlett, certes, c'est une peste, elle est égocentrique, elle a un caractère assez difficile, mais c'est une personne qui se bat pour quelque chose de vrai, elle se bat pour sa survie, pour la survie de sa famille, et voilà, c'est un personnage qui finalement, on l'aime ou pas, mais elle force l'admiration par ce qu'elle arrive à faire à son époque. Là, Adeline, elle se bat pour rien. Elle a une vie confortable, elle est logée, nourrie par son fils, et elle passe son temps à être méchante. Donc c'est vraiment quelque chose qui me gêne en fait dans les romans. Alors pourquoi est-ce que j'hésite après tout ça à continuer? Vous allez me dire, puisqu'on dirait que j'ai que des points négatifs à citer. En fait, il y a quand même quelque chose qui me touche dans ces romans, c'est la description de l'enfance, du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. C'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur les classiques, puisqu'il y en avait beaucoup que je vous avais présenté où on suivait des enfants. Et c'est sans doute quelque chose qui me touche, que j'aime bien lire. Donc même si j'apprécie pas, même si pendant ma lecture je lève les yeux au ciel, j'ai hâte de finir, il y a un petit quelque chose de positif qui reste. L'autre raison, c'est que j'ai été lire les résumés donc de la deuxième intégrale qui contient aussi 4 romans, et j'ai l'impression que ça commence à bouger un peu. Donc peut-être que ça va devenir intéressant. Voilà, je suis pas sûre d'avoir envie de lui laisser une chance, mais je veux pas me décider tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas me précipiter sur la deuxième intégrale tout de suite. J'ai l'intention de laisser passer plusieurs mois et de voir plutôt vers le printemps, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas. Voilà, je vous ai donc présenté les 4 romans de la moitié de septembre. Il y aura un prochain update lecture d'ici peut-être 2 semaines pour vous présenter les romans que j'ai lus début octobre. Et il sera très fourni parce que j'ai un rythme assez fou pour moi, en tout cas en ce début octobre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des livres qui vous tentent ou pas. Et on se retrouve bientôt.